Hello, and welcome to Crohn's. Bonjour, bienvenue à Crohn's Colite Canada. Ce webinaire est offert en anglais avec de l'interprétation en direct en français. Donc, si vous voulez entendre l'interprétation, cliquez en bas sur le menu en bas à droite. Vous devriez voir un globe et si vous avez des problèmes techniques, sentez-vous libre de rafraîchir la page ou relancer le webinaire. Vous pouvez aussi nous chatter dans la boîte de questions-réponses, là où vous êtes aussi. Ce webinaire est enregistré. Un lien vers la vidéo vous sera envoyé par email et publié sur notre site web en 24 heures. Les sous-titres en français seront disponibles à la semaine suivante. Vous pouvez accéder à toutes nos vidéos GLS à www.crohnesetcolite.canada. Notre période de questions-réponses sera basée sur les questions posées à l'avance lors de l'inscription et de la diffusion en direct. Si vous souhaitez poser une question à tout moment, veuillez commenter dans les questions-réponses qui se trouvent dans le menu du webinaire. Nous ne pouvons pas répondre aux questions sur les situations médicales spécifiques. Et maintenant, c'est mon privilège d'introduire la vice-présidente de recherche des programmes, Dr. Kate Lee. Merci, Sarah. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être joints à nous pour Gutsy Learning, ce webinaire. Avant d'introduire nos deux invités, ce soir, j'aimerais commencer en partageant notre promesse. C'est d'améliorer la vie des gens avec MII et d'éventuellement trouver la solution. Que ce soit un webinaire comme le nôtre ou que ce soit une compagnie, une présentation interne, normalement, on inclut nos promesses aussi pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici pour utiliser comme une lumière pour tout ce qu'on fait. On a plusieurs programmes pour rencontrer nos promesses et vu que c'est la semaine de la santé mentale au Canada, je veux rappeler à tout le monde aussi dans l'auditoire qu'on est ici pour vous supporter. Si vous voudriez avoir un ami MII, on peut vous jumeler avec un partenaire MII. Si vous voulez faire partie d'un groupe, on a des groupes aux 2 semaines et on a des chapitres et on a des gens avec qui vous pouvez parler et via courriel. Donc, on vous encourage à nous contacter. Un de nos programmes qui a un impact qui est sur nos participants, c'est le Camp Got to Go. Après pandémie, le programme était une semaine en personne en Alberta, Nova Scotia et en Ontario. Et donc, en 2020, on s'est changé à un camp virtuel. Et donc, cette année, nous aurons des camps d'une demi-journée au mois d'août. Et si vous connaissez quelqu'un qui est entre les âges de 9 et 17 ans, passer cette opportunité, c'est une belle façon pour qu'ils puissent rencontrer les autres et faire des amitiés de partout au Canada, se joindre à des jeux, des artisanats et différentes activités. Donc, pour des webinaires prochains, nous avons une autre série Gutsy ce mois-ci sur un sujet intéressant, les diètes et nos webinaires COVID-19 vont continuer le 27 mai. Pour vous inscrire, scannez la barre code ou tapez dans le URL. Sans nos volontaires et nos différentes activités, nous ne pourrions pas livrer sur nos programmes. Nos plus grands événements sont très bientôt le 6 juin, où les gens de partout au Canada vont se joindre à nous, ensemble en tant qu'un, pour lever la conscience et lever des fonds pour la communauté MII et trouver les cures. Si vous n'êtes pas inscrit encore ou vous êtes nouveau pour Gutsy Walk, je vous encourage à aller à gutsywalk.ca pour en apprendre plus sur le sujet et vous inscrire. Ce soir, nous avons deux invités spéciaux qui vont présenter sur une initiative pan-canadienne que Crohn's Colite Canada font partie, Imagine Network. Dr. Paul Moyari est l'investigateur, professeur de médecine et directeur passé de gastroentérologie à McMaster University. Il est Audrey Campbell Chair de recherche sur la colite ulcéreuse, doyen adjoint à l'Université de McMaster. Il a publié plus de 425 articles évalués par des pairs, cités plus de 56 000 fois.
ancien co-rédacteur en chef de l'American Journal of Gastroenterology, rédacteur en chef conjoint du Gut Cochrane Review Group, co-auteur de l'énoncé de la position conjointe de l'Association canadienne d'astrologie et de Crohn et Colite Canada sur les biosimilaires. Avec Dr. Moriarty, c'est Ida Fernandez, directrice exécutive du réseau Imagine. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans l'administration et de la recherche et de l'hypariasis stratégique dans le secteur caritatif de santé, ancienne vice-présidente de recherche des programmes pour les patients chez Crohn et Colite Canada, a travaillé chez Fibrose Cystique Canada dans plusieurs rôles, y compris gestionnaire, relations avec les sections directeur ressources humaines et bénévoles et directeur programme des ressources scientifiques et des communautaires. A fait partie des organes directeurs des secteurs bénévoles de la santé, notamment le conseil d'administration des participantes, comité de la recherche de la coalition canadienne des organismes de bienfaisance santé, la coalition canadienne de génétique, le conseil consultatif de l'Institut de maladies infectieuses de la IASC, Institution de l'immunité. Bienvenue à vous deux. Merci, Kate. Et merci encore une fois pour l'invitation à ce webinaire. Nous sommes vraiment ravis d'être ici, de partager des informations sur le réseau Imagine. Et je vais parler un peu de ce réseau Imagine et ce que nous faisons. Et je vais vous passer aussi à Dr. Moriarty pour vous parler de plus d'informations sur la recherche que nous faisons. Donc, en général, le réseau, c'est un réseau de recherche qui est 17 différents hôpitaux, universités, 75 recherchistes, des patients partout dans le pays. Notre focus est sur l'investigation de c'est quoi les interactions entre l'inflammation, microbiome et la santé mentale dans les patients avec le MII et le syndrome irritable du côlon. Donc, Imagine, c'est un de les 5 réseaux qui ont été fondés par CHR, le gouvernement national de fonds pour la recherche dans la santé, et c'est un de leurs initiatives. SPORE, ça veut dire stratégie pour des patients orientés vers la recherche. Donc, nous sommes un des 5 réseaux qui sont subventionnés dans la diabète, les douleurs chroniques, les enfants avec les maladies du cerveau, et nous sommes dans les Crohn et les colites. Donc, en tant que patient et un réseau de recherche, nous avons 30 partenaires qui sont intégrés dans tous nos réseaux d'activités. Les membres de la gouvernance, ils participent dans les groupes de travail pour tous les différents projets que nous avons et souvent même, ils font leur propre recherche. Désolé, j'essaie de faire avancer la diapo tranquillement ici. Nous voilà. Parfait. Désolé. Donc, un petit peu de délai. Donc, vraiment, les gastroentérologistes, les neurosciences, la psychiatrie, qui travaillent dans les silos isolés, qui les amènent ensemble dans un réseau pour qu'ils puissent mettre la connexion. Donc, quelles sont la communication entre le gastro-intestinal et le système nerveux? Et donc, une investigation aussi des changements dans le microbiome peut influencer l'anxiété, la dépression associée avec le MII. Donc, le but, c'est d'identifier les mécanismes dans ce microbiome post-relation et d'essayer des nouvelles thérapies pour les traitements de MII et IBS et leurs associés et leurs désordres associés. La mission, c'est de transformer la gestion des MII, des SCI et des problèmes de santé mentale associés à ces maladies. Prochaine diapo. Donc, l'hypothèse en général, sommaire ici dans cette image, c'est que le réseau essaie encore de comprendre la diète, le microbiome et l'inflammation, les interactions et comment ils ont une action avec IBD et la psychiatrie. Donc, évidemment, le réseau et la recherche, il y a différents programmes qui sont là,
qui sont enracinés dans leur nature. On supporte les patients, l'engagement des patients, l'application des connaissances, la recherche, renforcer les capacités des opérations de base. Donc, on va essayer d'expliquer ça un peu plus dans les prochains diapos. OK. En termes de patients, d'engagement engagé, comme on a mentionné, on implique les patients dans tous les aspects de notre recherche. Les patients qui vont conduire la recherche, ils font de la recherche qualitative. On engage les patients au-delà de simplement être un sujet dans l'étude. On les utilise pour avoir leur point de vue, pour être guidés dans les projets, pour que nous puissions que la recherche soit relative autant que possible. Et finalement, on évalue l'engagement des patients sur les résultats de la recherche. Côté application des connaissances, imaginez que ça nous aide à influencer la politique des services de santé, de fournir un contenu axé sur les citoyens pour les patients, soutenir les activités de fin de subvention, mener des recherches cotées. Nous avons fait un panel sur comment réduire les visites en clinique avec ceux qui ont le MII. Plus récemment, nous avons eu un autre panel et complété un rapport sur comment améliorer les systèmes de santé pour que les services cliniques puissent être optimisés pour les patients. On donne des choses qui ont été traduites dans des langages utiles pour les patients, facile à comprendre. On supporte des activités après que les projets sont terminés pour assurer que les résultats, que ce projet tombe dans les mains de ceux qui en ont besoin le plus. Aussi, on conduit de la recherche pour voir si nos activités dans ce domaine améliorent la compréhension du travail qu'on fait. Donc, sur le renforcement des capacités, vraiment, ça rapporte à améliorer les études, soutient les programmes de sensibilisation éducative. Donc, le réseau Imagine fait quelques petites choses différentes. On supporte l'éducation, comme un webinaire à tous les mois, la formation dans des séries. Ça permet les formateurs pour recevoir les informations des gens seniors, comment améliorer leurs études, et des prix pour des étudiants en maîtrise et soutenir les bourses de formation en recherche et soutenir le développement de carrière et le mentorat. Côté recherche, on va en entendre un petit peu plus ici ce soir de Paul. Évidemment, on réalise une étude principale MAGIC, qui est le cœur de notre réseau, mais aussi on soutient des sous-études supplémentaires pertinents aux priorités thématiques d'Imagine. Donc, je vais vous donner un survol rapide dans quelques diapos. La prochaine diapo maintenant. Bon, avant de rentrer dans la recherche, je veux simplement souligner les impacts que notre réseau a été lancé en 2016. Ça n'a pas décollé avant 2017 et depuis cela, on a fait plusieurs activités pour augmenter la connaissance, le travail qu'on fait, les études qui ont été faites. Donc, vous avez des infographiques ici qui soulignent les différentes choses. Et pour souligner, on a eu au-delà de 170 conférences, ateliers, des présentations, mentors de 134 étudiants mentorés. On a touché 315 participants par le web. Et on a aussi fait des activités plus publiques, des médias, podcasts, radio, entrevues, étaient impliqués dans les plateformes sociales pour aider à étendre le mot sur ce qu'on fait pour avoir plus de gens impliqués dans notre recherche et partager nos trouvailles de recherche. La prochaine diapo. Donc, retournant à notre recherche maintenant, le réseau supporte des études dans ces différentes régions, donc microbiome, l'engagement des patients, régime alimentaire, les environnements, services de la santé pacte et la santé mentale et le sexe et le genre. Et donc, la prochaine diapo. Donc, nous avons à peu près 30 sous-études actives présentement dans notre cohorte d'études principales. Et donc, je vous ai mis ici, sous chacune des sous-sections, les thématiques. Je voulais simplement souligner une bonne majorité de ces recherches et sous-études que nous subventionnons. Et le focus est en IBD ou le MII. Il y en a
on regarde le SCI, le MII ensemble, mais il y a plusieurs, la majorité, je dirais, sont le MII en majorité. Donc, le microbiome, la transplantation fécale et antibiotique et les colites ulcéreuses. Et le Dr. Moriarty va rentrer plus en détail de son étude particulière qui regarde la transplantation dans les patients avec la colite ulcéreuse, une autre transplantation fécale en maladie du Crohn, transplantation fécale dans la pochite et transplantation fécale dans les SCI avec la dépression majeure. Et dans le régime alimentaire et les environnements, on a différentes études qui regardent piloter le gluten dans le SCI, le régime de FODMAP, dans le polyte SCI, intervention diététique, dans le SCI, biomarqueurs, dans les régimes SCI, les régimes alimentaires, pédiatrie, traitement de les MII pédiatriques. Aussi, santé mentale, on regarde la thérapie, le ICBT dans les MII, simulation cérébrale dans les MII, TMS, activité cérébrale dans les oxygènes de le MII, méditation, réduction du stress dans la MII, esprit et yoga pour la CI, risque de suicide dans les MII, évaluation de la santé mentale dans les soins de routine MII. Donc, différentes études ici qui regardent, oui, c'est ça, même le yoga, la méditation, comment avoir un impact sur les SCI et les MII. La prochaine diapo. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir les différentes études dans les autres domaines, les thématiques que j'ai mentionnées, donc l'engagement des patients. On regarde quelles sont les attitudes, les préférences vers le traitement et les transplants fécales. On a fait une recherche sur les patients, comment améliorer le recrutement et la rétention en études. Plusieurs de nos patients que nous avons formés au travers du PACER Programme de l'Université de Calgary ont eu des projets aussi en regardant la relation psychosociale avec la nourriture dans les MII et les outils de soutien aux patients dans les MII qui seraient utiles dans le diagnostic tôt dans la maladie MII. Et ensuite, un autre évaluateur, encore une fois, comment l'étude de l'évaluation de l'engagement dans les patients et dans la recherche. Et dans les services de santé, en fait, on collabore avec Chronicolite Canada. Et donc, CCC contribue au réseau Imagine, a eu son implication et le support du programme PACE. Et donc, je voulais simplement souligner ça en rouge, comme vous pouvez voir ici, les différents programmes intéressants que Chronicolite Canada ont supporté et développé. Donc, je n'irai pas trop en détail sur ces points-là. Je suis sûr que vous les avez entendus dans les autres parties, mais ça a été vraiment une belle collaboration. Et dernièrement, dans le sexe et gendre, encore une fois, d'autres études qui ont été subventionnées aussi pour essayer de comprendre l'étude épidémiologique entre GI sur le genre, les modes de référence sur les résultats d'évaluation des sexes médecins, GI, patients sur les résultats de l'utilisation des soins de la santé, attitude d'expérience et attente des patients médecins chez les patients gastro-intestinaux masculins et féminins que nous supportons. Et en fait, l'année passée, j'espère que vous allez voir plus des résultats qui arrivent dans ce réseau. La prochaine diapo. Donc, je voulais mentionner simplement avant de passer le micro à Dr. Moriarty que nous sommes en une phase où, dans la 4e année du réseau, et originalement, quand on s'était établi pour 5 ans, de commencer à penser à la prochaine phase de ce programme. Et donc, on espère qu'il y aura une opportunité pour des fonds de subvention continue du gouvernement à laquelle on va s'appliquer. On veut s'assurer que nous sommes positionnés dans le réseau pour le mieux possible et on va trouver le plus de rétroaction de la communauté de ce qui est important en termes de recherche. Donc, on a développé un sondage et nous l'avons posté ici sur notre site web. Si vous avez cliqué sur imaginesport.com, il y a une diapo qui est là. Vous allez trouver un lien pour le sondage, mais on vous encourage, s'il vous plaît, remplissez ce sondage. On cherche un autre 120 participants pour que nous puissions vraiment identifier quelles sont les priorités pour la communauté de patients. Donc, ça va nous aider à former la direction de la recherche que le réseau va prendre d'ici là. Donc, je crois que je vais passer ça à Dr. Moriarty pour parler de MAGIC et les études
de transplantation fécale. Thanks very much, Bon, merci beaucoup, Aida, et merci à Crohn et Colette Canada de nous demander de parler sur Imagine. Donc, dans la recherche, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc je ne peux pas possiblement couvrir tout ça, mais on va mettre le focus sur l'étude et les transplantations fécales. Donc, l'autre chose que je dois mettre l'emphase dessus, c'est que seulement possible, évidemment, à cause de cette source d'argent en fonds avec Crohn Colite Canada, on fait partie de ce système et on est vraiment reconnaissant parce que sans ça, rien de cela aurait été possible. Et évidemment, c'est vous tous qui ont contribué à Crohn Colite Canada et qui ont rendu ça possible. Magic, Mind and Gut Interactions, cohorte de study, Imagine Network. Donc, la prochaine diapo. Donc, ce que c'est que c'est une étude au travers le Canada, de Vancouver jusqu'à Saint-Jean, Terre-Neuve, où on recrute des gens avec IBD, MII ou SCI et leur demander de compléter un questionnaire et de prendre le sang pour la génétique et pour étudier les bactéries, l'urine, pour metabolomics qui est vous et votre bactérie, les réactions chimiques et qui sont trouvées dans l'urine. Et de façon intéressante, c'est surtout de nos bactéries en termes du nombre de réactions ici dans notre corps. Prochaine diapo. On vise pour comparer la bactérie et les profils métaboliques avec les patients avec le MII, le SCI et des contrôles en santé. Et ces différents types sont des comparaisons avec les contrôles. Et aussi, on veut regarder ceux qui ont la maladie active à ce moment-là et aussi ceux le MII, ceux qui ont les maladies en rémission aussi. Prochaine diapo. Donc, on a publié le protocole et on va donner une revue partielle ici, mais dans le journal ouvert qui a été publié, le protocole au complet a été publié de l'étude. La prochaine diapo. Donc, à date, nous avons 16 qui recrutent. Les enfants à Toronto qui est encore en attente, mais on espère qu'on va commencer bientôt avec eux. Et donc, à date, nous avons recruté 4 677 sujets dans cette grande étude cohorte. 83 spécimens de collectés. Donc, nous visons de recruter 8 000, donc on a encore un bout de chemin à faire. Mais le problème est qu'avec COVID, bien sûr, notre possibilité de recruter vraiment ralenti. Ce n'est pas arrêté, mais évidemment, on ne peut pas, à cause des restrictions, évidemment, on ne peut pas recruter aussi rapidement qu'on aurait voulu. Mais on espère que ça va changer bientôt au fur et à mesure que les choses s'améliorent. Prochaine diapo. Ça, c'est les centres impliqués. Ceux qui sont en vert sont en train de recruter, comme on a dit, de Vancouver jusqu'à Saint-Jean et à Montréal. En jaune, ici, est recruté ces 2 premiers patients. Ici,
ces enfants dans l'autre zone à Toronto. On attend encore. Vous pouvez voir ici qu'on a recruté très bien jusqu'à cette dernière année où les choses ont nivelé un peu. On est encore en train de faire du recrutement. On espère qu'on va retourner à la normale une fois que cette pandémie se calme. La prochaine diapo. Donc, c'est seulement les différents centres et le recrutement. McMaster a recruté un total de 860 par exemple, mais aussi Calgary, Winnipeg, Kingston, Edmonton ont été vraiment des bons à recruter dans cette étude. Prochaine diapo. Donc, on veut 2000 dans chaque groupe et on est quasiment à 60% arrivé. On a pratiquement terminé. On a rencontré notre cible. On a encore un bout de chemin à faire avec Chronocolite, mais on a besoin de volontaires en santé parce qu'on a vraiment besoin des gens en santé pour comparer ceux qui ont la maladie. Et en ce moment, on en a 785, mais on a besoin plus que cela. Donc, si vous avez des amis, de la famille qui sont prêts à être des volontaires, à faire partie de cette étude, ça nous ferait absolument plaisir. La prochaine diapo maintenant. OK, un petit séparation sur comment nous avons recruté plus de chronocolite qui est en parallèle avec la maladie, le profil de maladie au Canada. Donc, il y a un petit peu plus de chronocolite. Prochaine diapo. Maintenant, plus de femmes que d'hommes. Il y a pondérance dans la, mais pas dans l'étendue qu'on a présentement. Probablement que ça reflète plus les femmes qui sont plus là et plus gentilles que les hommes en général. Quelque chose que j'ai constaté depuis un bon moment qui suggère la raison pour laquelle que les chiffres sont plus hauts de ce côté-là. Mais on a besoin de finir l'étude, arriver aux 8000, où il reste 2 ans. Donc, vraiment, on a besoin de tout le monde qui n'a pas pris part, encore de prendre part, si possible, parce que ça va nous donner des informations pertinentes sur la diète, sur le ventre, les bactéries, comment ça influence, comment même causer ces différentes maladies. La prochaine diapo. Donc, l'étude que je viens de passer en fait regarde la bactérie du ventre et la maladie pour ceux qui ont la maladie. Donc, en beaucoup de données et ça va nous donner des réponses importantes, je l'espère. Mais ce qu'on a aussi besoin de faire, c'est l'intervention et de changer la bactérie et et c'est quelque chose que nous avons fait et nous avons fait et avoir un contrôle randomisé en essai de transplantation fécale dans les patients avec le colite active et de les randomiser d'avoir avant la transplantation fécale ou simplement d'avoir la transplantation fécale pour voir, de donner des antibiotiques avant la transplantation pour voir si c'est mieux à amener la rémission dans les patients avec le MII. Donc, on n'a pas tout à fait réussi notre but. On a arrêté tôt à cause de COVID, bien sûr, et l'étude est encore en route. Mais pour vous donner le contexte de ça, nous étions les premiers à faire une étude essai randomisé de transplantation fécale dans le MII, les premiers dans le monde, en fait, et ça a été publié il y a 5 ans maintenant. Ça a fait la couverture de GI
la publication et ça a été cité au-delà de 600 fois, mais encore le top 1 citation dans son champ d'activité. Donc, ça a été vraiment une grande influence et ça a été subventionné par Crown Colite Canada. La prochaine diapo. Donc, on a de l'activité de Twitter ici, surtout dans l'Ouest, les nations de l'Ouest, et qui est là, c'est là qu'on retrouve le MII en général. Et en tout et partout, depuis que nous avons publié nos résultats, 3 autres groupes ont publié leurs résultats aussi. Et c'est une revue systématique où on a collectionné les données de toutes ces études. Et en général, ici, 300 patients dans des essais randomisés et tout et partout, un quart de ces gens vont aller en rémission avec la thérapie de transplantation après 6 à 8 semaines. Et la plupart de tous les essais ont démontré des résultats semblables et c'est ce chiffre qu'on voit, ces points bleus qui s'alignent. Et je n'expliquerai pas plus que ça, mais ça suggère que toutes les études disent la même chose finalement. Donc, je crois que les gens ne croyaient pas au tout début, mais maintenant, les gens réalisent que de donner des selles, on le donne comme anima une fois par semaine, peut induire la rémission dans certains patients avec les colites. Donc, 25% ne semble pas si impressionnant que ça. Et ce serait beau si ce serait beaucoup mieux que ça. Mais en fait, c'est un reflet de tous les traitements de colite. Donc, la prochaine diapo. Donc, si vous regardez la transplantation fécale que nous avons essayé de publier, on a randomisé les gens au placebo ou une transplantation fécale. On a donné un enema une fois par semaine pendant 6 semaines. Et ensuite, nous avons fait endoscopie et on a trouvé que, en fait, 25% est en rémission après la 7e semaine. Donc, comparé avec 5% dans le placebo, et même avec le placebo, il y a des gens, simplement à cause de la nature et le temps, vont aller en rémission, mais pas beaucoup, clairement beaucoup plus dans la transplantation fécale. La prochaine diapo maintenant. Si vous comparez avec un TVA qui est un biologique qui est plus efficace que nous avons pour le colite MII, c'est les mêmes choses. 5% placebo et 17 en rémission après la 6e semaine avec Antivia. Donc, je ne voudrais pas dire que c'est équivalent ou que tout le monde devrait avoir des transplantations fécales, par contre, mais la chose à souligner ici dans le Entyvio, cet essai, il y a eu 374 patients comparés à 75 décrits dans l'essai fécal de transplantation, mais il y a beaucoup de patients. On doit l'essayer dans plusieurs avant de déterminer que ça fonctionne, mais on doit comprendre mieux pourquoi ça fonctionne. Mais non la moindre, les gens qui disent que c'est pas si impressionnant, ils ont raison, mais c'est aussi impressionnant que toutes les autres choses que nous avons dans ce domaine. La prochaine diapo. Donc, avec ça en tête, comme j'ai dit, on a décidé de faire un autre essai randomisé pour voir si on peut améliorer les choses avec des anticoagulants avant la transplantation fécale. Et en fait, si on lui donnait 2 fois par semaine plutôt pour 8 semaines plutôt que 6 pour voir si ça va mieux réagir à introduire la rémission. La prochaine diapo. Maintenant, encore, on analyse encore les études, on a fermé très tôt, on a recruté 65 patients et merci pour ceux qui se sont prêtés à cette étude. Et essentiellement, on a dû arrêter
parce que la plupart des études cliniques qui n'étaient pas reliées au COVID ont été arrêtées à cause de la pandémie, bien sûr. Ce que nous avons trouvé, c'est que si on ne regarde pas la randomisation, on regarde en général 20% en rémission, 21% en rémission. Donc, ça nous dit beaucoup de choses. C'est que, premièrement, qu'on n'a pas analysé, pas d'antibiotiques, pas de vrai sens. C'est la même chose que le premier essai que j'ai présenté. Donc, je ne crois pas qu'il y ait du bienfait aux antibiotiques encore. On doit analyser ça encore particulièrement, mais il ne semble pas avoir de bienfait à rallonger à 2 fois par semaine pour 8 semaines. Encore une fois, la rémission semble à peu près pareille qu'une fois par semaine qu'à 6 semaines. Donc 20% ou 21%, c'est très strict critère pour rémission pour toutes les gens qui se sentent bien. Donc, un tiers ont un Mayo de moins de 4, qui la plupart des gens appelleraient ça la rémission. Donc, si vous assouplissez cette définition, ça s'améliore encore mieux que ça. La prochaine diapo maintenant. Pour une image vaut 1000 mots. Dans ce essai ici dont j'ai parlé, pour vous donner un exemple de ce qui se passe, voici un homme de 29 ans qui avait lucide depuis 17 ans, échec des stéroïdes, échec des AZA, pancréatite aiguë, c'est l'effet secondaire de cette drogue, n'était pas trop intéressé au biologique. Et pour les derniers 2 ans, a refusé tout autre traitement. Et son score n'était pas très bon, c'est pas le pire, mais plutôt le gastro-entérologue dirait que c'est enflammé, que c'est pas très bien. Donc, il y a de l'inflammation, ainsi de suite. La prochaine diapo. Et après 8 semaines de thérapie, le côlon semblait normal. Maintenant, nous avions identifié et que ça ne semblait pas fonctionner très bien, COVID et d'autres choses veut dire que cette personne-là ne donne plus. Donc, on a besoin plus de donateurs, qu'ils puissent continuer à donner des selles en santé pour les gens qui ont le MII. Et donc, si vous êtes intéressé à faire cela, évidemment, tout ça avec les maladies de MII, on ne veut pas avoir vos selles pour le traitement, évidemment, parce que vous avez la maladie. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est en santé, qui est prêt à faire la donation, on préfère à toutes les semaines, si possible. Et donc, nous serions très heureux de vous entendre. Évidemment, on met les selles à l'épreuve pour voir les maladies. La personne doit être en santé, bien sûr, c'est l'emphase. Mais s'il y a quelqu'un qui rencontre ces critères, on aimerait vraiment les connaître. La prochaine diapo. Donc, une reconnaissance, de remercier tout le monde qui ont rendu cette étude possible, particulièrement Crohn-Colite Canada, mais aussi CIHR, qui ont donné 12,5 millions de dollars à ce projet, et une variété d'autres sources aussi de subventions pour lesquelles nous sommes vraiment reconnaissants. La prochaine diapo. Et ça, c'est nos informations de contact. Sentez-vous libre, faire un suivi sur Twitter, Facebook ou notre page web ici. Donc, avec cela, j'aimerais vous remercier et vous aider à répondre à toutes vos questions. C'était fantastique. Merci, Dr. Moriarty. Et maintenant,
nous avons arrivé à autant de périodes de questions-réponses. Et ce que nous avons fait, c'est, comme ça a mentionné au début de la session, c'est que nous avons compilé une liste de questions communes que les inscrits ont soumis durant l'inscription, mais je vois que nous avions reçu beaucoup de questions en direct aussi. Donc, je vais faire de mon mieux pour couvrir une combinaison de les questions en direct et ceux qui ont été soumis durant l'inscription. Donc, cela étant dit, quand on pense à les questions qui viennent au CCC, Concolite Canada, surtout sur certaines études, le recrutement, ainsi de suite. J'aimerais commencer là avant de rentrer dans le vif du sujet qui ont été soumis par les inscrits. Pour toi, Aïda, en passant, donc il semblerait que le recrutement a cessé pour beaucoup de ces études, pour le Magic études, il y a du recrutement encore. S'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui est intéressé à participer et qu'ils ne savent pas exactement où aller pour ce type d'information, comment trouver l'information pour aller où et participer? Bon, bien sûr, la réponse, c'est que de vérifier le site web imaginesport.com. Sur le site web, nous avons des onglets là pour trouver votre site de recrutement qui est le plus près de chez vous. Comme Paul l'a mentionné, il y a 16 sites actifs au travers le pays. Donc, vous pourriez avoir les informations de contact pour ces différents sites, mais vous pourriez aussi nous envoyer un courriel. Oui, il y a un lien encore sur notre site web avec mon courriel et je vais vraiment être heureuse de vous connecter avec la recrue la plus proche. Donc, en continuité de cette question, nous avons des audiences auditoires non canadiens ici des États-Unis. J'ai remarqué que pour voulait savoir si est-ce que les patients qui sont en santé, qui se joignent de l'extérieur du Canada, y a-t-il une façon qu'eux puissent participer dans votre étude? C'est une bonne question. J'ai ça souvent aussi. C'est un défi. On exige des patients de rentrer annuellement. Des fois, surtout au début, on leur donne leur spécimen et de les retourner la semaine d'après. Même si on collecte les exemplaires une fois par année pendant 4 ans, ça l'exige une visite en personne. Et donc, on a besoin de vérifier les raccords médicaux. Donc, c'est intentionné pour une cohorte canadienne de sujets. Donc, ce serait vraiment un défi pour des patients à l'extérieur d'un pays de rendre des visites possibles et d'avoir toutes les informations de soins santé que nous avons besoin pour nos centres de recrutement. Merci, Aïda. Question pour toi, Dr. Moriarty. Concernant l'essai de transplantation fécale, tu as mentionné que 25 ça semble être le chiffre magique, un quart de ceux qui participent dans l'étude ont tendance à aller en rémission. As-tu identifié quelque chose d'unique sur ce 25 une hypothèse alentour de ça? Pourquoi un quart des participants semble constamment aller en rémission et 3/4 ne réussissent pas? Oui, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui nous intéresse énormément et c'est pour cette raison qu'on a cette grande étude aussi. Le trouble, c'est que vous avez plus de bactéries il y a plus de bactéries que les étoiles dans le ciel, donc c'est très difficile avec 75 patients de faire un sens des données qui nous disent malgré qu'on peut essayer. Et pour cette raison, on a ce deuxième essai, pas basé sur la preuve dure, mais une suggestion de où les données peuvent aller. Mais on regarde les bactéries intestinales et qu'est-ce qui pourrait prédire le succès ou la faillite de la thérapie. Et ça, c'est guidé par Dr. Mike Surratt, maître, et on trouve des signaux intéressants, particulièrement sur les bactéries qui sont présentes chez les gens ou présents dans les donateurs, qui semblent prédire le succès. Et donc, nous allons essayer de sélectionner des donateurs qui rencontrent ces genres de critères, mais aussi
de continuer à collectionner les données pour avoir plus de compréhension. Une autre chose, si on regarde les facteurs patients, une chose qui semble être le cas dans notre premier essai, c'est que ceux qui avaient la maladie depuis une courte période de temps avant d'avoir une transplantation fécale semblent réussir mieux. Il y avait plus de rémission dans ce groupe-là, malgré que ça, c'était vague. D'autres n'ont pas répété cette trouvaille et donc possiblement que c'est la chance. Après tout, seulement 4 personnes ont reçu la transplantation fécale qui ont eu la maladie pour moins d'1 an. Donc, c'est toujours très difficile de baser sur ces chiffres, d'être certain de quoi que ce soit. Mais oui, je crois que la clé, c'est quoi sur les donateurs et les récipients qui font qu'il y a un succès. Donc, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que 25%, c'est la rémission et en 6 semaines, même avec Entyvio, si on continue Entyvio, pour un bon moment, il y a plus de rémission. Et c'est la même chose que la transplantation fécale. Lorsque je dis, bon, un quart de gens vont à la rémission par la 6e semaine. Donc, un autre quart vont s'améliorer de façon significative et on continue la transplantation fécale et souvent, mais pas toujours, ils vont aller en rémission. Un autre 50% ne fonctionne pas très bien, donc on arrête tout simplement. Donc, c'est bon, merci. Donc, le FMT, les essais FMT, et il y a la dissémination en passant à l'auditoire et les gens qui cherchent des alternatives aux drogues et ainsi de suite. Pouvez-vous, ça peut être une question difficile à répondre, mais pouvez nous donner une idée quand ça peut faire partie de la pratique générale qui est donnée aux patients comme alternative aux thérapies que les biologiques ou tout autre gastro-entérologue ont prescrit pour la personne MII. Soit ça va être difficile à prédire, mais ce que je pourrais dire, c'est que AIDA applique à Santé Canada pour la prochaine étude pour regarder les nouveaux donateurs. Comme on a dit avant, ce qui prédit le succès. Une fois que nous avons ce qu'on croit sont des bons donateurs, ensuite, on va espérer avoir une étude randomisée au travers du Imagine Network partout au Canada dans notre réseau pour que la plupart des gens dans le futur vont avoir accès à ce traitement. Et la vérification va être rigoureuse avant de prendre part. Mais ça va être dans le contexte d'une étude. La plupart des gens au Canada devraient pouvoir avoir ça dans le futur. Quand, je ne suis pas sûr, et j'espère dans la prochaine année, mais beaucoup dépend sur COVID. Donc, ça, c'est encourageant. Et ils sont vraiment excités d'entendre ça parce qu'on a beaucoup de courriels sur FMT. AIDA, l'idée, je sais, il y a une requête pour des donateurs en santé. Donc, comment décris encore, disons que je vis dans une région éloignée et je veux devenir un donateur en santé. Comment, explique-nous ce que ça veut dire. Est-ce que je peux envoyer par la poste mes selles? Comment ça fonctionne au juste? Donc, si tu vis dans une région éloignée, c'est un plus grand défi pour nous. Il y a certaines conditions pour transporter les selles. Ça doit être gelé par le temps que ça arrive au laboratoire. Donc, de différentes façons, on regarde pour avoir des donateurs en santé pour l'étude MAGIC, pour compléter un sondage une fois par année, donner leurs urines, le sang et leurs selles pour mettre le dépistage et voir dans les centres de recrutement une fois par année. Donc, encore une fois, ça va être en proximité à un de nos centres. C'est pour cette raison qu'on a tellement de centres partout au Canada pour
toucher le plus de monde possible. Il y a des gens qui voyagent pour venir à leur clinique IBD-MII, mais s'ils viennent avec des membres de la famille, ça, c'est une autre façon d'avoir des donateurs en santé aussi. Pour le FMT, les études des selles, ça, c'est de McMaster. Donc, c'est un engagement plus significatif de donner des selles à toutes les semaines. Donc, la proximité à McMaster serait une priorité. Donc, il y a des façons qu'on peut essayer. Si ça peut aller une livraison même jour, disons, ou dans quelques heures, ça serait peut-être gérable, mais ça exige une proximité à McMaster pour les transplantations fécales les patients en bonne santé. Et pour maintenant, la famille. La majorité de notre auditoire ici font partie de la communauté MII, la famille, les amis, parce qu'il peut y avoir des liens génétiques à MII. Acceptez-vous la famille en tant que donateur en santé? Oui, bien sûr, on enregistre, on leur demande différents sondages, si on a une relation rapprochée, si on a relié à quelqu'un avec le MII ou le SCI, on les accepte comme donateurs en santé. On va faire un suivi et savoir si on a une relation étroite aussi. En autant qu'ils n'ont pas de problème intestinal, ou qui n'ont pas, disons, de cancer ou de quelque chose qui peut avoir un impact au taux de survie après 5 ans, on les accepte comme donateurs en santé. Ça a été notre approche au recrutement. C'est de la famille, les frères et les sœurs, les enfants qui ont le MII ou SCI. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle pour nos membres de famille ici. Dr. Moriarty. Donc, avançons maintenant à la première question. Donc, la première question qui a été soumise par nos inscrits, est-ce qu'il est courant d'avoir à la fois le syndrome du côlon irritable, SCI, et la maladie inflammatoire de l'intestin? Oui, ça l'est, effectivement. Une question qu'on nous demande souvent. C'est commun pour les gens qui ont le MII d'avoir des symptômes très semblables. On ne sait pas pourquoi, mais les MII, ceux qui souffrent vont probablement avoir le MII avec les problèmes intestinaux. C'est comparé à la population générale. Nous croyons que ça a un rapport avec la bactérie intestinale et possiblement des inflammations microscopiques. Il y a des preuves là, que ceux avec le SCI, tout semble normal, mais il y a un processus d'inflammation là, même quand on est en rémission avec le MII, il y a des petits signes d'inflammation et possiblement qu'ils ont les symptômes. Donc, en suivi, les gens qui ont MII, il y a un grand pourcentage qui ont IBS, SCI et MII. S'ils ont ça pendant un bon moment, est-ce que c'est un facteur de risque pour développer le MII? De façon intéressante, oui. Les gens avec MII, en fait, vont souffrir de SCI. Ceux qui ont le SCI n'iront pas nécessairement vers le MII. Milliers de personnes et au Canada, mais très peu vont avoir ça. Mais autrement, des gens qui sont en santé que soudainement vont avoir le MII. Donc, c'est intéressant. Il y a une partie de l'étudier Magie essaie d'étudier ça. On a vraiment hâte. On va devoir vous inviter, toi et Aïda, lorsque vous avez plus d'informations pour mettre à jour surtout la santé mentale. Je sais que ça les sont vraiment intéressés à ça. Donc, la prochaine question, y a-t-il des types de diètes
leur type de régime spécifique que le régime FODMAP sont-ils connus pour favoriser un microbiome intestinal sain et sans danger pour les personnes atteintes de MII? Donc, le FODMAP, cette diète pour une diète qui est bas en nourriture fermentable, mais il y en a qui fermentent beaucoup plus que d'autres. Et ça, c'est dû au problème diététicienne. Et il y a une preuve que ça fonctionne dans la MII. Donc, il y a des études en MII, mais ce n'est pas si clair que ça, malgré que ça peut aider les gens, mais ça ne donne pas la promotion de les intestins en microbiome. Ça peut aider les symptômes, mais de ce qu'on sait, que c'est une bactérie intestinale, ça fait la promotion d'une mauvaise bactérie intestinale. C'est correct à court terme pour essayer de vous aider avec les symptômes, mais ce n'est pas une réponse à long terme. Comme vous pouvez vous attendre, la raison que les choses fermentent, c'est à cause des bactéries. On veut avoir des bonnes bactéries dans les nourritures fermentées. Donc, une option nucléaire ou de priver notre intestin de bactéries, possiblement, ne serait pas aussi bon à long terme comme on pense, mais à court terme, ça peut aider. Et donc, ça, c'est un problème parce qu'il y a des patients de MII qui sentent que cette diète les aide beaucoup. Donc, je me demande, c'est un beau chemin croisé ici de parler des probiotiques dans ce cas. Est-ce que ça peut être est-il sécuritaire de prendre un probiotique quotidien pour promouvoir les bactéries intestinales saines? Donc, encore une fois, ça ne marche pas autant qu'on le penserait, aussi bien dans le MII. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais les essais qui ont été faits à date ont été désapointants. Donc, ce n'est pas à dire que l'approche n'est pas sensible. Je crois que ça l'est, mais on comprend tout à fait encore la bactérie intestinale pour donner les bonnes bactéries aux gens avec MII. FMT, c'est un probiotique finalement parce qu'il y a tellement de bactéries qui sont là et évidemment, on l'a correct une fois de temps en temps, on leur donne les bonnes bactéries, mais lorsqu'on le fait dans des, comme certaines probiotiques, peut-être qu'on n'aura pas la bonne nécessairement. Donc, récemment, il y a eu une étude, par contre, qui suggère que possiblement un nouveau cocktail de probiotiques, si on veut, dérivés de les transplantations fécales, possiblement peuvent bénéficier dans ceux qui ont le colite. Et plus d'études, on a besoin de voir, on ne peut pas avoir ça à l'extérieur des études encore. Mais évidemment, c'est là qu'on va, on essaie de trouver c'est quoi, quel genre de bactéries qu'on doit donner de façon intestinale pour que les gens puissent avoir du succès. Mais les probiotiques standards à ce moment qu'on trouve en magasin, il n'y a pas une bonne preuve que ça fonctionne dans le Crohn colite MII ou SC. Mais si vous avez le MII, c'est pour vraiment traiter le Crohn colite, il n'y a pas assez de preuves encore que ça l'aide. Donc, je suppose que parmi les patients, lorsqu'ils viennent vous voir pour les probiotiques, il n'y a pas de marque en particulier ou de type que tu pourrais recommander à cause du manque de preuves. Effectivement, non, pas du tout. Ils peuvent être efficaces dans d'autres situations de façon rectale pour d'autres maladies. Dr. Nurulli fait une étude sur les transplantations fécales dépendant si on a une maladie active de rencontrer ce médecin-là, mais il y a des preuves qui sont là qu'un cocktail de VSL pourrait être bon pour ce groupe, mais de façon générale, non, ça ne fonctionne pas pour nos patients. Donc, VSL, c'est pas disponible encore? VSL est disponible au Canada, oui.
mais ce n'est pas appelé cela maintenant. J'oublie le nom en ce moment. Ça n'aide pas dans cette situation, pardon. Est-ce que c'est par prescription seulement? Oui, ça coûte très cher, c'est dispendieux, c'est le seul problème. Mais vous pouvez l'avoir dans ce pays. OK, merci. Donc, je change de vitesse ici maintenant. La prochaine question est sur la santé mentale. Et je sais que nous avons un expert dans l'auditoire aussi sur ça, que la dépression ou l'anxiété peuvent-elles déclencher une inflammation ou pousser chez les personnes atteintes de MII? Ensuite, la deuxième question, les antidépresseurs ou les anxiolytiques peuvent-ils être utilisés pour aider à gérer la maladie du Crohn ou la colite? Donc, la réponse à la première question, c'est oui. Par le travail de Charles Mancy au Winnipeg, pour être clair, l'anxiété ou la dépression ne cause pas le Crohn-colite, mais si vous l'avez, et donc, des fois, la dépression, l'anxiété peut lancer l'inflammation. Et l'opposé est vrai aussi, si vous avez une inflammation dans la maladie, ça peut vous rendre anxieux ou dépressif. Mais je mets l'emphase sur le fait que ces associations sont modestes et il y a des gens qui passent au travers d'une vie avec beaucoup d'anxiété dans la vie ou la dépression et en fait n'ont pas d'inflammation extrême et se sentent très bien mentalement. Et donc, ce n'est pas comme c'est la cause, mais en moyenne, vous êtes plus susceptible d'avoir une inflammation si vous avez un problème de santé mentale. Donc, il y a beaucoup d'évidences biologiques à cette raison. Le cerveau a un effet sur le corps. Suppression, l'inflammation. C'est une bonne question que si les antidépresseurs peuvent aider contre colite. Donc, on voulait faire un essai. Mais en fait, cette personne a déménagé en Australie. Et on n'a pas vraiment à essayer ça encore. D'autres ont regardé, mais c'est seulement dans les petites études. Donc, c'est possiblement l'antidépresseur, anxiété, possiblement n'a pas d'effet. Donc, les antidépresseurs, les récepteurs sur lesquels ils fonctionnent sont encore plus souvent présents dans l'intestin plutôt que dans le cerveau. Donc, il y a beaucoup de données animales et de ce qu'on comprend, comment ces drogues fonctionnent pour avoir un effet. En fait, ça ne sera pas dramatique. Bon, en question sur diète encore, est-ce que certaines diètes peuvent aider à gérer à la fois les problèmes de santé mentale et de symptômes des MII? En fait, comme la question du microbiome, finalement. Et évidemment, c'est que non, on est intéressé dans la diète. Et Dr. Ruder, encore que je mentionnais avant, est intéressé dans une diète particulière qu'il a développée pour le MII. Mais à date, il n'y a pas de preuve que les diètes aident les gens avec la maladie MII. Ce n'est pas à dire que c'est une perte de temps, mais c'est qu'on ne l'a pas étudié bien encore. Donc, certainement, de mon essai clinique, on voit certains patients qui ne jurent que par une diète qui les aide vraiment. Mais différents patients vont avoir différentes diètes. Aussi difficile que ça peut être. Mais l'étude Magic va au moins nous amener dans une bonne direction pour avoir des réponses. Donc, la santé mentale, donc la bactérie intestinale a démontré que nos bactéries intestinales influencent notre humeur. Donc, la diète vient former notre bactérie intestinale. Donc, c'est très probable que les diètes vont aider la santé mentale. Mais, encore une fois, il n'y a pas de preuve encore à quoi faire avec ça exactement. Donc, en continuation,
je sais qu'il y a beaucoup d'études là sur la diète méditerranéenne en général. Donc, tu as dit qu'il n'y a pas d'études qui sont là, mais y a-t-il une hypothèse sur ça? Pourquoi tu penses que ça peut supporter le MII, les symptômes et possiblement la santé mentale? Oui, je crois que, comme tu as mentionné, il y a un psychologue ici dans l'auditoire, un spécialiste dans l'aspect mental. C'est quelque chose qu'on va étudier, mais pas encore. Je ne crois pas que nous avons une bonne information en MII. La raison pourquoi, qu'est-ce qui peut être un bienfait. Je crois que la diète méditerranéenne, c'est une bonne idée. C'est probablement une diète de santé et c'est du bien-être. Donc, certainement en faveur d'essayer cela, mais en termes de preuves, on ne l'a pas. Le trouble avec les hypothèses, c'est qu'on peut faire des hypothèses et dire n'importe quoi, mais on veut montrer que quelque chose fonctionne, mais encore, on n'a pas ça à donner aux gens. Donc, merci. La prochaine question maintenant. Comment avoir une iléostomie ou ablation du côlon ou une poche a-t-elle l'impact sur le microbiome intestinal ou la connexion intestinale-cerveau diffère-t-elle chez les personnes qui ont eu une stomie par rapport à celles atteintes d'une MII qui n'ont pas eu de stomie? Donc, ça n'a pas été étudié. On devrait le faire, étant donné qu'on a manqué notre coup pour le microbiome a changé de façon significative. Bien, si ton côlon est retiré, un nouveau côlon qui est fait de ton petit côlon, c'est ça, un J-pouch ou une poche. Donc, la bactérie change, particulièrement initialement, et sur le temps, ils deviennent un peu plus coloniques. Mais la plus grande façon de mettre l'emphase sur ça, c'est que la bactérie générale dans ton côlon aime avoir aucun oxygène anaérobique. Donc, le plus haut qu'on va dans l'intestin, il y a certaines bactéries aiment l'oxygène. Et donc, si on aime ça, ou plutôt s'il y a des petites bactéries intestinales comme on peut s'attendre dans ceux qui ont eu une stomie. Mais dans le temps, ça devient plus colonique. OK? La prochaine question sur les biologiques et les biosimilaires. Est-ce que ces médicaments affectent le microbiome? Y a-t-il des études là, qui démontrent qu'il y a un changement? Ils ont été vraiment efficaces pour supporter les patients de IMI. Non, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est quelque chose qu'on veut, mais ça n'a pas été étudié encore. Ce n'est pas à dire que les compagnies pharmaceutiques ne sont pas intéressées, mais il n'y a pas de données que je peux vous dire pour dire, OK, vous avez ce profil, bon, vous allez plus bien répondre à ce biologique ou ce biologique-là. Mais encore une fois, avec Magic, c'est pour cette raison qu'on suit les gens dans le temps pour voir qui va bien réussir, qui ne réussit pas bien, qui est sur le biologique, qui ne l'est pas, et quelle leur bactérie intestinale va ressembler, et leur génétique et leur diète. Donc, on espère que nous allons avoir des réponses à cela. Et une très bonne question. Et encore à compter d'aujourd'hui, non, il n'y a pas d'informations que je peux vous donner sur ça. Donc, j'avance à la prochaine question maintenant. Je sais que ton essai FMT, tu en as parlé plus tôt d'une étude. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de l'éligibilité des gens qui peuvent être intéressés à un essai TMF? Donc, notre critère est très large. On espère commencer si Santé Canada nous permet, même durant COVID, mais seulement avec Master. Donc, les gens à la région de Toronto, malheureusement. Mais ça pourrait arriver plus tard cette année. Nous rendons ça très large. N'importe qui avec une maladie active, finalement, c'était en remission. Malgré que c'est important,
dans la transplantation fécale. Les études ne sont pas trop larges. On n'est pas une compagnie de drogue. On ne peut pas se permettre de faire ça. On a besoin des petites études pour montrer des bienfaits. Il faut qu'on soit exaspéré sur des médicaments stables, sur les biologiques, que vous prenez les biologiques depuis au moins 3 mois, les stéroïdes depuis quasiment 1 mois. Mais si la maladie, malgré les médicaments stables, tu es éligible à prendre part dans l'étude. Il n'y a pas de vraie exclusion à part de le J-pouch, la poche, mais on a un autre essai pour ces gens-là. Donc, si tu es hospitalisé, c'est trop expérimental. Donc, il y en a d'autres, mais les gens sont éligibles en autant que ce sont sur des médicaments stables. Donc, on a d'autres questions que nous avons dans les diapos, mais malheureusement, j'ai regardé le temps, je vois que 13 minutes a passé 8 heures. On est supposé conclure à 8h15, donc j'aurais aimé parler un peu plus, mais je veux être respectueux du temps que nous avons dit à nos membres du public. Et donc, avec cela, je vais fermer la session. J'aimerais vraiment sincèrement vous remercier, Dr. Moriarty et Aida, de vous être joints à nous et de mettre à jour l'auditoire sur les informations. Et on est fiers d'être partenaire avec vous. Et donc, c'est holistique en tant qu'approche. Il y a tellement d'études que vous avez fait le survol et pour aider les MI et ses complexités. Donc, on espère que CCC est là pour vous supporter et pour la prochaine ronde. Donc, on espère pouvoir continuer à entendre l'étude Imagine et ce réseau Sport. Donc, j'aimerais vous remercier l'auditoire ici de passer votre temps avec nous. Lorsque vous sortez du webinaire, un petit sondage va apparaître. Ça devrait prendre quelques secondes, littéralement. Je l'ai fait moi-même. Remplissez le sondage. Alors, s'il vous plaît, faites-le. On prend votre rétroaction sérieusement et c'est de cette façon-là qu'on peut améliorer nos webinaires et pour d'arriver avec des sujets pour le futur dans les prochaines sessions. On aimerait aussi remercier les communications BG qui ont offert l'interprétation pour nos webinaires depuis le début de l'année, en particulier Mike, qui vous entendez. Si vous êtes sur le canal français, il est ici. Il est l'homme qui a interprété pour nous. Merci beaucoup, Mike. Bienvenue de l'interprète. Merci beaucoup. Qui a passé beaucoup d'heures avec nous quasiment toutes les semaines, les quelques semaines. Et dernièrement, on est sur les réseaux sociaux. Notre handle, c'est GetKazi Canada. Si vous n'êtes pas connecté encore, c'est une autre belle façon de recevoir des informations sur compte Colette. Et sur ça, je veux vous remercier encore tout le monde et passer une belle soirée. Merci.